Bonjour et bienvenue dans ce 4e épisode de Papier Crayon. Ce 4e épisode marque l'entrée dans une série sur la question de l'interculturalité à l'école. Et c'est avec un angle plutôt d'actualité que j'ai souhaité aborder cette question de l'interculturalité, celui de l'immigration. Alors que ce mot est présent dans toutes les bouches en ce moment, je me suis demandé comment les enfants issus de l'immigration étaient accueillis dans le système français, quels dispositifs étaient mis en place et quelles étaient les trajectoires scolaires de ces enfants, puis de leurs propres enfants. Pour répondre à cette question, j'ai tout d'abord interrogé Mathieu Ichou, chercheur en sociologie à l'Institut national d'études démographiques et qui vient de sortir un ouvrage intitulé « Les enfants d'immigrés à l'école, inégalités scolaires du primaire à l'enseignement supérieur ». Alors, je m'appelle Mathieu Ichou, je suis chercheur à l'Institut national d'études démographiques. Je suis sociologue et je travaille sur les inégalités scolaires, sur la sociologie de l'immigration, de l'émigration, sur la sociologie plus généralement de la stratification sociale, des inégalités dans les sociétés. Et j'ai plus récemment développé un intérêt pour la sociologie de la santé, notamment l'état de santé des immigrés et de leurs enfants. L'ouvrage qui vient de sortir la semaine dernière aux presses universitaires de France et qui s'appelle « Les enfants d'immigrés à l'école, inégalités scolaires du primaire à l'enseignement supérieur ». Cet ouvrage contient notamment les résultats qui sont issus de plusieurs années de recherche, dont une recherche doctorale sur les inégalités scolaires qui touchent les enfants d'immigrés. Alors l'ouvrage se concentre surtout sur la France, mais la recherche initialement portait aussi sur l'Angleterre. Donc il y a des éclairages qui sont partiellement conservés dans l'ouvrage sur la comparaison avec la société britannique qui peuvent apporter des idées assez intéressantes à mon avis. Et comment est-ce qu'on peut s'intéresser à un groupe aussi large que les enfants d'immigrés ? À quoi est-ce que ça peut ressembler une recherche en sociologie ? Un des défis, effectivement, c'est quand on utilise une catégorie si large, c'est de faire très attention à ce qu'elle ne soit pas trop homogénéisante. C'est une catégorie qui est dans les discours assez fréquents, dans les discours médiatiques, politiques, etc. On parle d'enfants d'immigrés, on parle aussi de seconde génération parfois, ou de deuxième génération. Et on a très vite des images, des connotations comme ça qui arrivent quand on pense à enfants d'immigrés. Et c'est des images qui sont souvent assez trompeuses et en tout cas qui donnent une représentation très homogène de cette population qui pourtant est extrêmement hétérogène. Et c'est un des objectifs du livre que de montrer à quel point les enfants d'immigrés, là en particulier dans leur trajectoire scolaire, sont un groupe extrêmement diversifié. Vous avez utilisé le mot de trajectoire. Justement, ça fait écho à une question que je voulais vous poser, c'est que dans cet ouvrage, si j'ai bien compris, vous dites que vous voulez vous éloigner d'une approche qui est celle d'étudier l'échec scolaire des enfants d'immigrés pour aller plus vers l'étude de la multiplicité des trajectoires possibles de ces enfants. Pourquoi cette approche déjà et qu'est-ce que ça change dans la manière d'étudier ces populations ? En fait, l'approche générale, c'est de partir du constat que c'est des sujets, l'immigration en général, et les trajectoires scolaires des enfants d'immigrés, c'est des sujets qui font l'objet de beaucoup de discours. On en parle un peu à tort et à travers, comme ça, qui sont des discours plus fondés sur des partis pris idéologiques ou des images comme ça, des prénotions, comme dirait Durkheim, que sur une opinion informée fondée sur des résultats de recherche. Et donc en fait, moi mon point de départ c'est de dire bon, c'est un sujet qui semble important, à la fois parce qu'on en parle beaucoup, et aussi parce qu'il y a un certain nombre de faits qui le rendent important, notamment qu'il y a quand même la population des enfants d'immigrés, une population assez importante démographiquement dans la société française. Je dis par exemple à un moment que parmi les élèves en âge scolaire, il y en a 1 sur 4
qui a au moins un de ses deux parents qui est immigré. Donc c'est pas une situation marginale, c'est pas une ultra minorité comme ça. Donc ça rend du coup le sujet au minimum démographiquement important. Et par ailleurs, on sait que la trajectoire scolaire et le diplôme qu'on atteint, c'est quelque chose de fondamental pour définir la position sociale d'un individu dans la société, notamment sur le marché du travail, mais aussi plus généralement dans ses pratiques culturelles, avec qui il va se mettre en couple, se marier, avec qui il va être ami, etc. Le niveau d'éducation est un facteur très prédictif et très important de la vie sociale d'un individu. Donc, à la fois parce qu'on en parle beaucoup, parce que c'est des populations relativement importantes numériquement et parce que les trajectoires scolaires sont une dimension fondamentale des trajectoires sociales en général, il m'a semblé que c'était un sujet très important. Et moi, mon approche a été plutôt d'essayer d'être précis et rigoureux en appliquant des concepts et des méthodes sociologiques pour étudier ce problème plutôt que de partir d'a priori plutôt communs, notamment le fait que ces populations poseraient problème. En fait, le parti pris assez dominant sur l'immigration, c'est que l'immigration est un problème social. Ça pose des difficultés à résoudre. Et donc, par extension, les enfants d'immigrés posent un problème. Ils posent un problème à l'école. On parle très souvent de l'échec scolaire des enfants d'immigrés. Il y a même un ministre de l'Intérieur il y a quelques années qui disait que l'échec scolaire était à cause des enfants d'immigrés, en s'embrouillant d'ailleurs pas mal sur les chiffres. Mais c'est donc un peu par rapport à ce constat qui ferait de l'immigration et des enfants d'immigrés un problème que j'ai voulu faire un pas de côté ou prendre un peu de recul en disant en fait, étudions la situation. Prenons des données statistiques, allons faire des entretiens sociologiques avec un protocole d'enquête précis. Et un des résultats essentiels de cette analyse, c'est que en fait, on ne peut pas parler au singulier d'un groupe homogène d'enfants d'immigrés. Il faut vraiment considérer que c'est un groupe extrêmement hétérogène, avec beaucoup de variations. Donc voilà, je pense que s'il y avait un résultat principal du bouquin, ça serait de dire c'est varié, c'est l'hétérogénéité. Et c'est pas une hétérogénéité absolument chaotique, c'est pas une hétérogénéité de laquelle on peut rien dire et sans aucune régularité, mais c'est pas une catégorie de population homogène en tout cas. Alors ce qui est très important à dire, c'est que de manière générale, les facteurs qui influencent les trajectoires scolaires des enfants d'immigrés sont à peu près les mêmes que les facteurs qui influencent les trajectoires scolaires de tous les enfants. Et ces facteurs, c'est, pour le dire simplement, leur origine sociale. Donc, suivant que vos parents sont diplômés ou pas, riches ou pauvres, ça va influencer assez fortement, pas de manière absolument mécanique évidemment, mais assez fortement votre trajectoire scolaire. Et c'est le cas pour les enfants d'immigrés comme pour les enfants de natifs, à tel point que ce qu'on appelle l'échec scolaire des enfants d'immigrés, il part d'un constat qui est partiellement vrai, c'est-à-dire que en moyenne, les enfants d'immigrés ont plutôt des résultats scolaires plus faibles que les enfants de natifs, mais encore une fois en moyenne avec beaucoup de variations. Ils ont des orientations moins favorables, du coup ils ont des diplômes plutôt plus bas dans des institutions moins prestigieuses, etc. Encore une fois, j'insiste,
en moyenne, c'est-à-dire qu'il y en a aussi qui réussissent et il y a aussi des enfants de natifs qui échouent. Mais cet échec scolaire moyen, il s'explique très largement par l'origine sociale. En fait, les enfants d'immigrés échouent à l'école, d'abord et avant tout parce qu'ils sont enfants de parents moins favorisés socialement. Et ce mécanisme explicatif s'applique aussi aux familles non immigrées. C'est-à-dire que parmi les familles natives, les moins favorisés socialement réussissent moins bien que les plus favorisés socialement à l'école. Donc voilà, ça ne veut pas dire que ça explique absolument tous les écarts, mais s'il fallait vraiment identifier un facteur absolument fondamental, ça serait l'origine sociale. Et c'est un résultat qui est pas du tout original. C'est un résultat qui... J'aurais bien aimé trouver des choses extrêmement originales. Je pense qu'il y a quelques résultats qui sont plus originaux que celui-là. Mais le résultat le plus important de mes recherches, c'est sans doute aussi le moins original dans la mesure où c'est un résultat qui est confirmé par toutes les recherches sur la question depuis 50 ans. En France, comme dans la plupart des pays du monde, c'est le rôle fondamental de l'origine sociale dans la réussite scolaire. C'est un rôle qui, à mon avis, d'un point de vue politique, c'est-à-dire dans la manière dont on parle de ces choses-là, est fondamental. Et c'est un petit peu étonnant que quand on parle de la scolarité des enfants d'immigrés, notamment médiatiquement et dans la bouche d'un certain nombre d'hommes et de femmes politiques, on oublie le rôle de l'origine sociale alors que en fait c'est vraiment le facteur prépondérant. C'est un facteur qui est plus important que le fait que les parents parlent français à la maison, par exemple ? Absolument. C'est le facteur le plus prépondérant. Ça ne veut pas dire que la langue, la maîtrise de la langue française n'est pas importante. Par contre, c'est un facteur, la plus ou moins grande maîtrise de la langue française, qui a des effets surtout au tout début de la scolarité. Donc effectivement, on constate que les enfants dont les parents sont allophones, c'est-à-dire qui ont une maîtrise, qui parlent, dont la langue maternelle n'est pas le français, et qui, pour certains, ne parlent pas du tout français à la maison, et il se peut que pour certains, le premier contact véritable avec la langue française soit le premier jour où ils arrivent à l'école maternelle. Donc on constate effectivement qu'à l'école maternelle et même jusqu'au début de l'école primaire, ces enfants-là, qui sont surreprésentés parmi les enfants d'immigrés, réussissent moins bien, notamment en français, évidemment. Mais dans la grande majorité des cas, ces difficultés s'estompent au fur et à mesure que les enfants passent tous les jours à l'école. Et donc au fur et à mesure des années, on constate que les écarts de réussite liés à la langue diminuent de plus en plus jusqu'à être quasiment inexistants au collège. Alors ça, je parle d'enfants qui sont arrivés très tôt ou qui sont nés en France. C'est pour ça que je les appelle enfants d'immigrés. C'est-à-dire les immigrés, c'est pas eux, c'est leurs parents. Effectivement, il y a des cas particuliers d'enfants qui sont eux-mêmes immigrés et qui sont arrivés en France pendant leur scolarité et où là, effectivement, les difficultés linguistiques ont des conséquences plus néfastes sur leur trajectoire scolaire et on peut montrer que plus on arrive tard dans la scolarité, plus l'année d'arrivée en France est tardive, plus l'adaptation est difficile. Donc les enfants qui arrivent avant l'école maternelle s'adaptent le plus facilement et ont des difficultés linguistiques qui s'estompent le plus rapidement. Après, c'est vrai que quand les enfants arrivent au milieu de l'école primaire, voire au milieu du collège, c'est effectivement plus difficile et la gestion par l'école de ces enfants est compliquée.
Et ça me fait penser à une interview, une partie d'interview qui est dans votre ouvrage, d'un élève qui est, je crois, en première ou en terminale, il est au lycée, si je ne me trompe pas, et qui est très lucide sur sa position et qui dit « Mais moi, je suis dans un bon lycée, je n'ai pas besoin de spécialement bien travailler, je sais que de toute façon, je ferai de bonnes études. » Et il donnait cette impression qu'une fois qu'on est dans un circuit, ça conditionne énormément nos études supérieures, puis notre niveau socio-économique ultérieur. Est-ce que vraiment on peut parler d'un circuit comme ça aussi rigide ou est-ce que c'est un peu réducteur quand même? Alors, rien n'est mécanique et rien n'est déterministe comme ça. Là, effectivement, dans le cas que vous citez, ce qui est intéressant surtout, c'est de voir à quel point euh, être dans un certain type d'établissement, là en l'occurrence c'est un établissement d'élite plutôt, non seulement a des effets sur les ressources scolaires, sur la qualité des enseignants éventuellement, sur le climat de travail, etc., mais ça a aussi des effets plus diffus sur les attentes et le champ des possibles. Et effectivement, là, cet élève ne peut pas s'imaginer autrement son avenir que dans la bourgeoisie, pour le dire vite, parce que il est absolument, il est en contact uniquement avec des enfants des classes supérieures, alors que lui-même a une histoire assez intéressante qui est que sa mère est avocate, mais en ascension sociale très importante. C'est un enfant d'immigrés turcs. Et le fait de l'avoir mis dans cet établissement d'élite a vraiment eu un impact très important sur ses attentes. La difficulté dans son cas, c'est que en fait, ses résultats scolaires sont assez divergents par rapport à ses attentes. Euh, et donc on peut penser, sans faire de la divination, qu'il va bénéficier dans le cadre de cet établissement à la fois d'un certain capital social, c'est-à-dire d'un réseau de relations qu'il a pu construire avec ses camarades qui, étant donné qu'ils sont plutôt enfants des classes supérieures, auront probablement accès à un certain nombre de ressources desquelles ils pourront lui faire bénéficier. Euh, mais c'est pas absolument sûr que ça suffira, euh, étant donné que son niveau scolaire est quand même relativement moyen. Euh, mais donc, pour le dire autrement, le contexte de scolarisation a des effets importants, à la fois des effets en termes de plus directs sur les ressources scolaires, l'offre scolaire, le climat d'établissement, etc., mais aussi des effets plus diffus sur les attentes sociales générales des élèves. Ceci étant dit, les caractéristiques familiales sont plus importantes que les caractéristiques contextuelles de l'établissement. C'est-à-dire que, par exemple, un enfant d'une famille plutôt favorisée bénéficiera de toute façon de ressources héritées de ses parents, des ressources scolaires, culturelles, économiques, sociales, euh, qui le protégeront très probablement des effets déstabilisateurs d'être scolarisé dans un établissement plus populaire et précaire. Justement, quel est l'impact du niveau scolaire des parents? Parce que là, on parle surtout du niveau socio-économique. Je pense qu'on ne peut pas forcément fusionner les deux. Il y a des parents qui ont fait des grandes études, par exemple, dans leur pays, et qui, en arrivant en France, ils n'ont pas d'équivalence. Donc, ils ont un bon niveau scolaire dans leur pays d'origine, mais ils n'ont pas forcément une place sociale très élevée en France. Est-ce que ça a un impact ou est-ce que justement c'est plus ce côté socio-économique qui est important? En fait, c'est les deux. Et ça, c'est je pense, que c'est un des résultats les plus originaux de ma recherche, c'est l'idée de dire, de montrer que l'origine sociale pour un enfant d'immigré, c'est-à-dire les caractéristiques et la position sociale et les ressources des parents, donc la génération des immigrés, se définit à la fois
dans le pays d'immigration, en l'occurrence en France, mais aussi dans le pays d'émigration, donc dans le pays d'origine. Et c'est à la conjonction de ces deux ensembles de caractéristiques qu'on peut expliquer et comprendre les trajectoires à la fois des parents et puis ensuite celles des enfants. Et on peut montrer à la fois statistiquement et plus qualitativement à travers des entretiens que le niveau scolaire des parents dans leur pays d'origine conserve un impact fort sur leur disposition scolaire et sur ce qu'ils transmettent à leurs enfants et ce qui aura ensuite un impact sur les trajectoires scolaires des enfants, même au-delà des conditions socio-économiques d'existence en France. Et les exemples les plus typiques, c'est effectivement des immigrés qui faisaient partie plutôt des classes moyennes ou des classes supérieures dans leur pays d'origine, notamment du fait de leur haut niveau d'éducation relativement à la distribution du niveau d'éducation dans leur pays d'origine, donc relativement au degré de massification du système scolaire dans leur pays d'origine. Ces parents-là, à cause soit de barrières linguistiques, soit de barrières plus institutionnelles sur la reconnaissance du diplôme, soit assez fréquemment aussi de discriminations, qui peuvent être des discriminations racistes par exemple, ont du mal à convertir leur niveau de diplôme dans une position professionnelle satisfaisante en France. Et donc, au moins les premières années, mais parfois pendant toute leur vie, ils ont une position professionnelle en France qui est beaucoup plus faible que ce que pourrait laisser penser leur niveau de diplôme dans leur pays d'origine. Et donc, à la fois, ils ont eu une position sociale plutôt favorisée dans leur pays d'origine, de laquelle ils ont nourri certaines attentes et une certaine perception de leur propre position dans leur société et de ce qu'ils attendent pour leurs enfants, qui serait plutôt une perception comme être des classes moyennes ou être des classes supérieures, comme ça, et donc avec des aspirations très élevées pour la scolarité de leurs enfants. Et puis ils se retrouvent en France avec toutes les caractéristiques objectives de familles plutôt populaires, ouvrières, employées, etc. Et c'est un peu dans ce décalage-là qu'on peut comprendre une partie d'une observation que les chercheurs ont souvent fait, qui est celui de l'observation d'aspiration scolaire forte des familles immigrées qu'on ne pouvait pas expliquer simplement par leurs conditions sociales d'existence en France. Et donc, un des facteurs d'explication de cette observation, c'est que dans leur pays d'origine, ils viennent de groupes sociaux plutôt plus favorisés que la situation qu'ils connaissent en France. Et si on veut rentrer dans les stéréotypes vraiment qui existent dans l'esprit de quand même plein de personnes sur ces trajectoires, il y a deux populations qui s'opposent vraiment quant aux attentes. C'est celle des personnes qui ont des origines asiatiques, pour lesquelles on a toujours des attentes d'une très bonne scolarité, comparées à d'autres personnes qui ont une origine soit maghrébine, soit vraiment d'Afrique au sens large. Est-ce que dans la réalité, on trouve vraiment une différence déjà de niveau scolaire ? Est-ce qu'il y a des paramètres qui viennent influencer ? Est-ce que c'est lié à la culture, à la place de la scolarité dans la famille ? Est-ce que c'est lié au langage ? Ce sont les paramètres comme ça qui peuvent avoir un impact si réellement on trouve une différence de niveau. Bon, encore une fois, ce sur quoi il est important d'insister quand on parle de groupe, c'est sur leur hétérogénéité interne. C'est-à-dire que on trouve des Asiatiques, c'est-à-dire des enfants d'immigrés asiatiques. Alors il faut déjà définir ce que ça veut dire asiatique. La plupart du temps en France, du fait de l'histoire migratoire qui est liée à l'histoire coloniale de la France, asiatique, ça veut dire Asie du Sud-Est, c'est-à-dire enfants, c'est-à-dire d'origine vietnamienne, laotienne ou cambodgienne, qui sont des anciens territoires coloniaux français. Et pareil pour le Maghreb ou pour l'Afrique, la plupart des immigrés maghrébins ou d'Afrique subsaharienne viennent d'anciens territoires coloniaux français. Au sein de chacun de ces groupes, il y a beaucoup de différences.
à la fois des différences nationales, mais même au sein de chaque pays d'origine, des différences de toute nature, mais notamment des différences qui sont liées à l'origine sociale des individus. Donc la première réponse, c'est que la moyenne ne veut pas dire grand-chose. C'est le cas en général quand on parle des enfants d'immigrés, mais c'est encore le cas quand on parle d'origine plus spécifique. Il y a des enfants d'immigrés asiatiques qui échouent et il y en a qui réussissent. Il y a des enfants d'immigrés maghrébins qui échouent et il y en a qui réussissent. Après, effectivement, du point de vue de la moyenne de ces deux groupes, par exemple les maghrébins et les asiatiques du sud-est, on trouve que les enfants d'immigrés d'Asie du sud-est réussissent plutôt mieux à l'école que les enfants d'immigrés maghrébins. Encore une fois, la principale raison de cette différence, c'est les différences d'origine sociale moyenne dans ces groupes. Les immigrés maghrébins viennent plutôt de strates plutôt moins éduquées au niveau des parents et plus défavorisés en termes socio-économiques. Et ça a un impact néfaste sur la scolarité de leurs enfants. De même que les enfants d'immigrés asiatiques ont des parents dont les situations scolaires et socio-économiques sont un peu plus favorisées que celles des maghrébins. Donc hétérogénéité d'une part, importance de l'origine sociale d'autre part, pour expliquer les différences. Il y a un autre facteur dont on parle un petit peu moins, qui est aussi, et que j'ai pu mettre en avant empiriquement dans mon livre avec des statistiques, c'est le stéréotype du bon élève asiatique. En fait, grâce à certaines données de panel d'élèves, on peut montrer que à niveau objectif, entre guillemets, équivalent, les enseignants en 6e ont tendance à surnoter un tout petit peu, mais de manière quand même statistiquement significative, les élèves d'origine d'Asie du Sud-Est en sciences. Et donc, d'une certaine manière, les stéréotypes qu'on peut avoir dans la société et que chacun a dans sa tête de façon plus ou moins intense et de façon plus ou moins consciente, c'est aussi des stéréotypes qui ont des effets réels dans la manière dont sont traités les différents élèves. Et donc ça, c'est un autre des facteurs de différenciation des trajectoires scolaires, c'est simplement une sorte de prophétie autoréalisatrice des stéréotypes. Après, sur la question de la culture, c'est une question assez délicate. Moi, dans mon livre, j'ai pas fait un usage très intensif du concept de culture parce que le concept de culture me semble poser plus de problèmes que ne permet de résoudre de questions. En fait, j'ai rien du tout contre la notion de culture et je pense que c'est effectivement important pour expliquer les trajectoires des individus potentiellement, mais le problème c'est que les définitions les plus répandues de la culture sont assez homogénéisantes. Et donc, notamment dans le cas des immigrés et de leurs enfants, on parle assez volontiers de culture d'origine comme ça, en faisant comme si en fait il n'y avait qu'une seule culture. Souvent les cultures d'origine, c'est des cultures nationales. Donc c'est comme s'il y avait une culture française comme ça, et donc tous les individus en France, quand c'est appliqué à nous-mêmes, on perçoit un peu plus l'absurdité de ce type d'explication, mais c'est comme si on pouvait expliquer tous les comportements de l'ensemble des Français par la culture française. D'une part, c'est très homogénéisant, et d'autre part, c'est un petit peu tautologique. C'est-à-dire qu'on explique un groupe de pratiques par l'appartenance à ce groupe. Effectivement, ça permet de résoudre le problème, de fermer la question avant de se l'être réellement posée. Et donc, raisonner en termes de culture d'origine,
pour moi, a le défaut rédhibitoire d'être extrêmement homogénéisant et simplificateur. Ça ne permet pas d'expliquer pourquoi, justement, il y a certains élèves d'origine asiatique qui échouent alors que d'autres réussissent. Ça ne permet pas non plus d'expliquer des choses qui ont été montrées en Angleterre ou aux États-Unis, par exemple, sur le fait que la réussite scolaire des enfants d'immigrés asiatiques est un phénomène relativement récent dans l'histoire du XXe siècle, alors que l'immigration asiatique n'est pas extrêmement récente. Et ça, sauf à penser que la culture millénaire confucéenne qu'on prête de manière extrêmement homogénéisante, avec un pouvoir explicatif énorme aux élèves et aux immigrés de manière générale d'Asie du Sud et de l'Est, cette culture vient d'apparaître comme ça depuis 30 ans. C'est vrai que ces explications culturalistes, sans devoir être, à mon avis, totalement... disons qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire qu'il y a aussi les pratiques culturelles, les normes, les valeurs des individus sont des choses qui sont très importantes à étudier en sociologie, mais plus on le fait de manière homogénéisante, moins on réussit à expliquer des phénomènes que pourtant on observe, c'est-à-dire à la fois une variation au sein du groupe, mais aussi des variations historiques pour un même groupe. Ça, c'est vrai que les notions de culture réussissent pas très bien à expliquer ça. Or, il me semble que c'est ça qui est le plus intéressant à expliquer, les différences entre les individus. Alors là, on a beaucoup parlé des parents, mais si on s'intéresse à la famille de manière plus large, est-ce qu'on retrouve un impact des frères et des sœurs sur la scolarisation des enfants ? Non, mais en fait, on a plutôt l'habitude de se focaliser sur les parents pour expliquer les trajectoires scolaires et sociales en général des enfants. Mais c'est vrai que, notamment dans les familles immigrées, il semble que les frères et sœurs aient un impact assez important. En fait, dans les discours de sens commun et dans quelques discours scientifiques aussi, on a tendance plutôt à rendre responsables de l'échec scolaire des enfants d'immigrés les fratries nombreuses, on dit que les familles nombreuses comme ça sont néfastes, etc. Et en fait, ça, j'ai été assez surpris de trouver dans mes analyses que c'était relativement faux. Effectivement, appartenir à une fratrie nombreuse est plutôt négatif dans la population générale en ce qui concerne la trajectoire scolaire. Mais cet effet négatif de l'appartenance à une fratrie nombreuse semble pas se vérifier dans la plupart des familles immigrées. Et en fait, ça peut s'expliquer, et les entretiens que j'ai faits le confirment, ça peut s'expliquer par le rôle assez particulier que les membres de la fratrie, notamment les aînés de la fratrie, plus particulièrement les filles aînées de la fratrie, peuvent jouer dans les familles immigrées et dont les ressources dont peuvent bénéficier les cadets de la fratrie par l'intermédiaire de leurs aînés. C'est des familles où les frères et les sœurs aînés sont souvent les premiers à fréquenter le système scolaire français. Donc les parents, même s'ils ont de très bonnes intentions et des aspirations scolaires très fortes pour leurs enfants, n'ont pas vraiment les codes et une connaissance suffisante du système scolaire français, des attentes des enseignants, des arcanes comme ça du système, de l'orientation, pour pouvoir aider de manière efficace leurs enfants. Et donc, les aînés ne bénéficient pas de l'aide de leurs parents. Ils bénéficient des attentes et parfois qui deviennent des responsabilités assez fortes d'ailleurs, parfois un peu dures à porter. Mais eux, une fois qu'ils ont commencé à fréquenter le système scolaire, peuvent mettre leur propre expérience au bénéfice de leurs frères ou leurs sœurs cadets. Et donc on trouve à la fois par le soutien moral qu'ils peuvent apporter, l'aide concrète
et puis le suivi des devoirs, l'encadrement scolaire en général, on trouve que les aînés des fratries immigrées, des fratries d'enfants d'immigrés, ont un effet positif sur la scolarité de leurs cadets. Et donc ça, c'est un des résultats qui montre qu'en fait, il ne faut vraiment pas se fier aux idées reçues, et qu'une fois qu'on a fait des analyses plus précises, plus scientifiques et plus rigoureuses de la situation, on peut trouver des résultats qui semblent a priori surprenants par rapport aux idées qui circulent. Donc oui aux statistiques et non aux stéréotypes. Et je vais passer à ma dernière question. Si vous aviez un ouvrage, donc potentiellement le vôtre, ou celui de quelqu'un d'autre, ou une œuvre de manière générale, ça peut être un tableau, un livre, une exposition ou un film, à conseiller à nos éditeurs. Alors, ça, c'est pas une exposition précise, mais je leur conseillerais d'aller au musée de l'histoire de l'immigration à Porte Dorée, qui a à la fois une collection permanente et puis des expositions temporaires, et qui, sur tout un tas d'aspects, là je ne vais pas parler de la dernière exposition temporaire parce qu'elle est finie, mais qui apporte vraiment un regard interdisciplinaire et assez pertinent pour mieux connaître les populations immigrées en France et l'histoire migratoire de la société française. À quel point, notamment, l'immigration fait partie intégrante de la société française depuis longtemps, et ça permet de ne plus se faire une représentation de l'immigration comme une extériorité à la société française, mais plutôt comme une partie de la société française. La société française est une société où beaucoup d'individus sont issus de l'immigration et font depuis des décennies et des décennies partie de la société. Et donc je pense qu'aller voir des expositions et la collection permanente du musée de l'immigration à Porte Dorée, ça peut permettre d'apporter un éclairage là-dessus. Cette interview nous permet de remettre au cœur de nos pensées les individus et d'arrêter de vouloir à tout prix décrire la réussite ou l'échec scolaire de ces enfants comme une caractéristique globale. Cette individualité des élèves, Hélène Dardelin et Claire Breton la voient au quotidien. Ces deux enseignantes travaillent au sein d'un dispositif d'accompagnement des élèves qui arrivent sur le territoire français. Vous entendrez que cette deuxième interview change un peu du format habituel. Déjà parce que nous sommes trois, mais également parce qu'il s'agit d'une conversation enregistrée à distance, d'où une qualité de son un peu différente. Mais cela n'empêche pas d'apprécier la qualité du message véhiculé par Hélène et Claire que l'on écoute tout de suite. Alors, moi je suis Claire Breton, je suis enseignante de lettres. J'ai un cursus universitaire de lettres moderne. Et j'ai passé le concours pour être enseignante il y a bien une quinzaine d'années. Et le hasard des choses m'a emmenée vers des dispositifs d'accueil spécifiques pour élèves allophones, qu'on appelait à l'époque la classe d'accueil, et qui sont maintenant en tout cas devenus les UPE2A. Et là, je travaille dans un collège à Besançon depuis 6 ans, voilà, dans un établissement qui accueille donc des élèves allophones. Moi, je suis Hélène Dardelin. Alors, mon parcours, c'est d'abord une agrégation de lettres classiques, et puis assez rapidement, c'est-à-dire après 3 années d'exercice en tant que TZR, une rencontre avec un dispositif d'accueil, donc comme Claire l'a dit, à cette époque appelé classe d'accueil, et qui a orienté, qui a fait que j'ai souhaité bifurquer et partir exclusivement sur ce type de dispositif. Et donc, je suis titularisée sur mon poste en classe d'accueil devenue UPE2A au collège Diderot à Besançon depuis 2005. Et là, on a parlé d'élèves allophones. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ce terme ? Alors, strictement, l'élève allophone, c'est l'élève dont la langue première, dont la langue maternelle n'est pas le français. Beaucoup d'élèves arrivent en situation de plurilinguisme, et dans ce plurilinguisme, effectivement, le français peut être une langue à sa disposition, mais en tout cas, ça n'est pas la langue première, ça n'est pas la langue maternelle,
ça n'est pas la langue première principale du cadre familial. Vous avez commencé à parler d'un dispositif dont vous faites partie et qui accueille ces enfants allophones. À quoi correspond ce dispositif? À quoi il sert? Alors, ce sont des dispositifs qui sont dédiés aux élèves allophones, qui sont la plupart du temps en nécessité d'apprendre le français. Alors, les dispositifs d'accueil, ils sont nombreux, ils ne fonctionnent pas tous de la même façon. Nous, on peut donner des éléments sur la façon dont ça fonctionne dans l'académie de Besançon, parce que des fonctionnements peuvent être assez différents dans d'autres académies. Voilà, sur Besançon, le principe, c'est l'inclusion des élèves. Donc nous, on fonctionne avec des élèves qui sont en double inscription. Ils arrivent dans l'établissement, ils sont inscrits dans la classe d'âge qui correspond à leur âge, 5e, 4e. Et parallèlement, suivant les besoins, ils ont des cours de français avec nous dans le dispositif, mais aussi des cours disciplinaires, les maths, l'histoire géo, les sciences, l'anglais. Le principe, donc, c'est un canevas d'enseignement, une structure base d'enseignement, donc français et un certain nombre de disciplines, prioritairement mathématiques, histoire-géographie, et quand c'est possible, selon les dispositifs, langue vivante et sciences. Et à partir de ce squelette, de ce noyau dur d'enseignement dédié, c'est-à-dire assuré par des enseignants spécialisés sur la question. Sur des heures dédiées, voilà, dédiées aux élèves allophones. Et à partir de cette structure base, on construit un parcours individualisé avec des inclusions dans les différentes matières d'enseignement. Et ça, c'est à la fois en lien avec le cursus antérieur de l'élève, c'est-à-dire qu'on a des élèves allophones qui arrivent par exemple avec un très gros bagage en termes de discipline scientifique, mais qui doivent bénéficier du temps de transfert linguistique. Donc ces élèves-là, par exemple, très rapidement vont être en inclusion dans les disciplines scientifiques. Donc l'idée après, c'est d'individualiser en fonction du parcours scolaire antérieur de l'élève et de son tempo d'entrée dans la langue de l'école. D'accord, parce que c'est tous des élèves du coup qui sont en train de rejoindre un parcours scolaire français. Ils n'avaient pas commencé leur scolarité en France. Non. Non, quand ils arrivent, ils sont fraîchement arrivés. Voilà. Voilà, D'accord, c'est des primo-arrivants en fait. Ouais. Oui, alors, avant, les structures s'appelaient structures d'accueil pour primo-arrivants. Fait évoluer le mot sur la question de la langue. Alors, et la nomenclature, aujourd'hui, on ne parle plus d'élèves primo-arrivants, on parle des EANA, des élèves allophones nouvellement arrivés. Oui, dans ce que disait Claire tout à l'heure sur la présentation de ce type de dispositif, il faut peut-être dire que vraiment la vocation première de ces dispositifs, c'est l'entrée dans la langue, mais c'est l'insertion dans un cursus scolaire traditionnel. La vocation des dispositifs, c'est d'être un espace de transition. Une porte d'entrée. Et qui est-ce qui met en place ces dispositifs? C'est les structures scolaires qui demandent à qui est ce type de dispositif ou c'est des associations qui viennent organiser ça dans les structures scolaires? Aucun des deux. Ce sont des décisions ministérielles et rectorales, en fait, en fonction des besoins sur un bassin d'éducation, en fonction des arrivées, des places disponibles. Ça, ce sont des décisions rectorales. Par ailleurs, il y a un cadre légal. La scolarité des nouveaux arrivants, elle est effective. Ça fait longtemps que des dispositifs de scolarisation existent. Par exemple, dans notre établissement, c'est en fait un dispositif historique, alors qui a eu énormément d'étiquetage. Il existe depuis d'années, plus de 20 ans, 25 ans, je crois. Mais c'est vrai que le cadre dans lequel s'inscrit aujourd'hui la scolarité de ces enfants, il est donné par deux grands moments ou deux BO. Voilà, il y a quand même deux textes de loi importants. Le premier date de 2005, je dis pas de bêtises, et le deuxième de 2012. Voilà. Et donc, c'est la loi qui formalise d'abord
les conditions de scolarisation de ces élèves et la nécessité et l'obligation de scolarisation. Voilà, ça c'est inscrit dans la loi. Hein. Tous les élèves de moins de 16 ans arrivant sur le territoire, situation administrative réglée ou pas, doivent être scolarisés de fait. Voilà, ça c'est une obligation légale. Hein. Et c'est facile à mettre en place ce type de dispositif? Et comment est-ce que ça s'articule au sein de l'établissement? C'est du temps parascolaire, les élèves restent après les cours? Ah non, pas du tout. Mais pour revenir sur ce qu'on disait avant sur l'organisation, nous, basiquement, je prends l'exemple d'un élève qui est donc avec nous, qui est dans le dispositif UPE2A et qui, mettons, est inscrit en classe de 4e. Cet élève, s'il vient d'arriver et qu'il est totalement débutant en français, il va avoir une majorité de ses cours dans le dispositif UPE2A. Ouais. Et à certains moments, il va sortir de classe pour aller rejoindre sa classe de 4e pour, allez, mettons, faire le cours de PS ou peut-être le cours de musique. Voilà. Des cours qui, au démarrage, demandent du linguistique de façon un petit peu plus limitée. Voilà, mais ça peut être sur nos cours à nous, c'est-à-dire que si le cours de PS tombe en même temps qu'un cours de français UPE2A, l'élève sort et revient ensuite. Oui. Ce qui fait que pour nous, ça équivaut à des journées où les élèves rentrent et sortent. On n'a jamais le même groupe d'une heure à l'autre. Ça c'est pour voilà, parce que c'est vrai quand on en discute de façon théorique, c'est difficile de se rendre compte comment ça fonctionne pratiquement. Ça doit être des classes super hétérogènes, du coup, ça doit pas être si facile que ça à gérer, ou est-ce qu'au final, c'est pas plus hétérogène qu'une classe normale? Si, alors vraiment, l'hétérogénéité, c'est la caractéristique première en fait de ces classes. Très concrètement, dans notre établissement, puisqu'on scolarise, puisqu'on est en collège et que les classes d'âge concernées génèrent une amplitude d'âge de 11 à 17 ans, hein, c'est à peu près l'amplitude qu'on observe chaque année. 16 ans, mais presque 17 à la fin de l'année scolaire. Et en termes de profil d'élèves, eh bien, on a des élèves qui arrivent et qui n'ont jamais été scolarisés antérieurement. Ce sont les élèves qu'on appelle les élèves NSA, non scolarisés antérieurement, et peuvent se côtoyer dans la classe des élèves NSA et des élèves qui seraient, sur le plan disciplinaire, tout à fait prêts à être orientés en lycée général, exception faite de la maîtrise de la langue française. Donc oui, c'est une hyper hétérogénéité. Et vous avez du recul un peu sur les trajectoires scolaires des élèves qui ont fait partie de ce dispositif-là? Ah oui. Bon, alors, ce qu'on peut déjà dire, c'est que en plus d'être un dispositif hyper hétérogène, c'est un dispositif, alors je ne sais pas comment le qualifier, mais hyper émotionnel, dans le sens où voilà, on voit les élèves beaucoup la semaine. Quand ils s'en vont et qu'ils continuent leur cursus, on les continue à les voir souvent beaucoup. Ils viennent toujours dire bonjour. Donc, ça nous arrive d'avoir beaucoup de contacts avec des anciens élèves. Et de fait, de suivre aussi. Alors ça, c'est de façon un peu personnelle et individuelle. Après, on a quand même régulièrement aussi des informations qui émanent du rectorat, du CASNAV à Besançon, qui est le centre académique pour la scolarisation des élèves nouveaux arrivants. Donc ça, voilà, ça c'est l'institution au sein du rectorat l'institution au sein du rectorat qui s'occupe des UPE2A sur l'académie. Voilà. Et qui fait relais d'informations, centre de ressources, centre d'expertise, voilà. Et ils ont régulièrement, effectivement, ils nous donnent accès à des informations sur le suivi des cohortes qu'on a eues dans les années précédentes et le devenir de ces élèves. On sait souvent. Et globalement, qu'est-ce qui en ressort? Est-ce qu'ils arrivent à atteindre des niveaux d'études aussi élevés que les personnes qui étaient déjà dans le système scolaire français? Alors, il n'y a pas de réponse générale qui puisse être donnée à cette question-là. Dans la mesure où l'hétérogénéité qu'on décrivait tout à l'heure, cette hétérogénéité fait que le fait d'atteindre des objectifs adaptés au parcours antérieur de chaque élève, mais aussi à ses désirs d'orientation, je dirais que la question de la réussite scolaire, elle se dessine au regard de ces éléments-là. Très concrètement, un élève qui arrive à l'âge de 15 ans, parfaitement analphabète dans sa propre langue et bien évidemment en français,
cet élève-là, il sera en situation de réussite s'il sort du dispositif et du collège avec une maîtrise de l'écrit lui permettant d'être autonome dans la vie quotidienne. Dans sa vie quotidienne, avec une maîtrise de la langue qui lui permettra de choisir une orientation qualifiante, professionnalisante. Par ailleurs, on a dans les élèves avec lesquels on reste en contact des élèves qui, eux, sont arrivés avec un bagage scolaire conséquent. Et oui, des élèves qui... Alors, ça n'est pas, en termes de chiffres, ça n'est pas la majorité d'entre eux, mais il y a un nombre très encourageant d'élèves qui ont des cursus longs, qui entrent à l'université, et qui vont vers de la qualification supérieure. Et si on regarde un peu les facteurs qui ont des influences visibles sur ces trajectoires scolaires, justement, là on a parlé de l'âge d'arrivée et du niveau scolaire à l'arrivée de l'enfant. Est-ce qu'il y a des facteurs comme ça, donc vous voyez qu'ils ont quand même une importance notoire sur les trajectoires scolaires que vont suivre ces enfants-là? Pour moi, vraiment, le premier facteur, c'est le niveau scolaire, c'est les compétences scolaires acquises antérieurement ou pas. Vraiment, et de loin. Parce qu'en fait, on se rend bien compte, nous, quand on reçoit les élèves, un élève qui a été parfaitement scolarisé et qui, par ailleurs, est bien littéracié dans sa propre langue, donc qui maîtrise sa propre langue à l'écrit et qui est capable aussi de décrire le système de sa propre langue, lui, on sait que c'est quelqu'un qui va faire des transferts très rapides dans la langue cible qu'il est en train d'apprendre. Et voilà, en général, c'est des élèves qu'on garde très peu de temps, qui leur permettent de franchir juste l'étape du transfert de façon à la fois très autonome et très rapide. Alors après, d'autres facteurs, il y en a évidemment, bien sûr, voilà, il y a évidemment des facteurs sociaux, psychiques, affectifs. Faut pas oublier que dans ce public-là, nous arrivent des enfants qui sortent de situations très compliquées, voire traumatisantes. Voilà, c'est aussi il y a une autre dimension derrière. Il y a une dimension vraiment psychique, affective qui peut être très lourde et qui peut être vraiment une source d'obstacles et une source d'empêchement à l'entrée dans des apprentissages et puis à la construction d'un autre parcours scolaire. Moi, je dirais en corrélation avec ces éléments-là, la réussite, elle est aussi dépendante de ce qu'on est en mesure de mettre en place pour étayer l'élève à son arrivée. Voilà, Claire évoquait des enfants qui arrivent en situation de traumatisme avéré. On est souvent dans les dispositifs démunis et on essaie de faire du maillage avec des partenaires pour que certains enfants puissent avoir une prise en charge. Je pense à des prises en charge psychologiques, mais c'est très compliqué parce que ce maillage-là, il n'existe pas de manière institutionnelle. Voilà, alors on peut passer par l'infirmière, la COP pour essayer d'aiguiller les gamins, les familles vers l'extérieur. Mais ça, par exemple, c'est un élément majeur dans la possibilité pour l'élève de réaliser son cursus au maximum de ses capacités. Et comment vous arrivez au quotidien à gérer justement cette hétérogénéité des profils que ce soit scolaires, psychiques? Concrètement, en fait, on fonctionne de la façon suivante. Hélène et moi, on couvre à peu près toute la semaine de cours. On fait chacune à peu près un jour et demi toute seule, et le reste du temps, on travaille toutes les deux. Mais c'est-à-dire qu'on travaille toutes les deux ensemble avec les élèves. Donc on est en co-enseignement, voilà. Ce qui nous permet de gérer au plus près ces besoins qui sont très différents. On a par ailleurs la chance d'avoir une assistante d'éducation qui est dédiée au dispositif et qui nous accompagne en permanence, ce qui fait un troisième adulte dans la classe, voilà, en termes de gestion d'élèves, d'accompagnement, d'aide dans le travail scolaire, voilà, ça c'est très précieux. Donc nous on fonctionne comme ça depuis plusieurs années. Et on gère cette différence-là. Sur le plan peut-être, sur le plan pédagogique, il y a vraiment à la fois une prise en charge des besoins spécifiques. Donc
Sur un ensemble, quand le dispositif est complet, il y a une trentaine d'élèves qui ne sont jamais présents tous en même temps, puisqu'ils ont des emplois du temps différents, chacun d'entre eux a un emploi du temps différent. Mais donc quand on travaille en co-enseignement, le maximum des enfants disponibles est présent avec nous en classe. Donc on parvient à travailler à la fois sur des besoins spécifiques. On peut arriver parfois à 4-5 groupes en activité, qui sont dans des activités de niveaux différents, on va dire ça comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette hétérogénéité, c'est aussi un outil précieux dans les temps de travail collectif. Quand on groupe les élèves et qu'on ne les fait plus travailler par îlot en fonction des besoins, mais qu'on est vraiment, par exemple, dans des temps d'échange à l'oral, dans des temps le fait que soient mêlés dans la classe des élèves tout juste arrivés, des élèves déjà beaucoup plus avancés en termes de maîtrise de la langue ou de compétences scolaires, ça permet d'être en émulation maximale dans la classe. Donc l'hétérogénéité, c'est une caractéristique qui demande de l'adaptation au niveau pédagogique, mais c'est aussi un outil très fort. Et les élèves, ils passent un test de niveau ou alors quand ils intègrent le dispositif pour savoir à peu près comment est-ce que vous allez former les groupes et dans quel groupe de travail vous allez le mettre? Est-ce que ça se fait un peu par essai-erreur? Vous voyez s'il arrive à intégrer un groupe ou si c'est trop compliqué ou trop simple pour lui, ou est-ce qu'il passe vraiment un test de niveau pour savoir est-ce qu'il maîtrise le langage oral, est-ce qu'il maîtrise l'écriture? Alors, c'est pas un test de niveau, c'est ce qu'on appelle un positionnement. Généralement, on essaye, quand on a une arrivée qui nous est annoncée, on prend contact en général avec la famille ou l'éducateur s'il s'agit d'un enfant qui est tout seul. Voilà. On essaie de faire venir les responsables légaux et l'enfant dans l'établissement pour avoir un temps d'entretien. À la fois pour récupérer quand même des informations qui sont somme toute pour nous importantes, hein, les conditions d'arrivée, les différents pays qui auraient été traversés, la date, ce sont quand même des informations qui peuvent nous faire avancer. Et puis ensuite on fait un test de positionnement, alors en général dans la langue d'origine. Alors voilà, il y a de la documentation qui existe pour ça, qui a été fabriquée pour pouvoir récupérer de l'information sur le niveau linguistique des élèves, alors qu'on est soi-même, en tant qu'enseignant, pas locuteur de toutes les langues. Moi, je ne parle pas arabe, pas albanais, voilà. Donc, il y a des outils qui existent. Et puis, souvent en mathématiques. Les mathématiques, c'est quand même un bon indicateur du niveau scolaire. Alors, à partir de là, on interroge aussi l'élève et la famille sur le cursus scolaire antérieur, notamment sur des langues vivantes qui auraient été étudiées, voilà. Et à partir de ce mix d'informations, on essaye de trouver la formule la plus adaptée, en fonction de l'âge de l'élève aussi, hein. Donc, il n'est évidemment jamais question de mettre un enfant qui même ne saurait pas lire et pas écrire et qui aurait 14 ans, de le remettre en CP. Ça n'existe pas. Voilà. Donc, de toute façon, on essaye de faire au mieux pour que ça corresponde à la réalité de l'enfant aussi, enfin de l'élève. Donc voilà, on fait un mix un peu le plus près possible, des besoins, et on détermine assez rapidement la classe d'inclusion, 5e, une 4e, les éventuelles matières que l'élève va faire dès le démarrage. Alors, à minima, chez nous, c'est toujours le PS, tout de suite. Mais ça peut être l'anglais s'il s'avère que l'élève en question a travaillé l'anglais dans la scolarité précédente. Et ensuite, on lui fait un emploi du temps sur mesure. L'idée est de construire une proposition dans laquelle, à la fois, l'élève sera en capacité d'effectuer des transferts de connaissances en s'appuyant sur les compétences déjà acquises et déjà solides, et puis en même temps de les maintenir dans une zone de sécurité d'apprentissage, c'est-à-dire il faut aussi laisser le temps au temps et par exemple ne pas faire des inclusions massives pour que l'élève soit en zone de sécurité pour les acquisitions linguistiques. En fait, le positionnement linguistique et scolaire, il est vraiment destiné pour nous à essayer de déterminer cette zone de sécurité d'apprentissage. Bon, après, on va pas se mentir. Après, nous, c'est un premier diagnostic. C'est un diagnostic qui dure 1 heure, 1 heure et quart.
En général, on affine aussi assez rapidement dans notre contact avec l'élève au bout d'une semaine, 2 semaines. Et puis bon, on est assez habitué au fait que les gamins arrivent et il leur faut aussi un temps d'adaptation. Il y a des choses qui se débloquent au bout de quelques semaines. Donc c'est vrai qu'en général, on prend des décisions, mais des décisions qui restent assez sécurisantes pour le gamin au démarrage. Et les élèves eux-mêmes, assez rapidement, très rapidement, souvent, il y a des déblocages, il y a des avancées, il se passe des choses. Mais c'est vrai que l'idée, c'est ça aussi, c'est de donner Ouais, c'est vraiment de permettre d'être un sas d'entrée tranquille, serein, sécurisé, avant de pouvoir reprendre vraiment le chemin habituel. Sachant que, bien qu'on construise dans cet objectif-là, cette sécurisation, elle est de toute façon bien assez contrebalancée et bien assez tiraillée par la conscience de l'urgence à maîtriser la langue. C'est une urgence qu'ils mesurent dans le cadre scolaire. Avec les inclusions qu'ils ont, ils sont confrontés tout de suite à cette urgence et de maîtrise de la langue, mais ils la mesurent aussi dans tout ce qui concerne la vie familiale à l'extérieur du collège. Ce sont des élèves qui très souvent sont en fait les traducteurs de leurs parents dans les démarches administratives. Donc le caractère aigu, urgent et intranquillisant, il se rappelle par ailleurs à eux quotidiennement. Après, nous, ce qu'on constate, c'est que l'école, c'est un vrai lieu sécurisant pour les enfants. Parce que dans la plupart des cas, et notamment on évoquait le cas tout à l'heure d'enfants qui sortaient de situations très traumatisantes, c'est un retour à des conditions sereines et normales de vie. Ça reste un lieu dans lequel ils ont envie d'aller parce qu'ils peuvent être adolescents, enfin juste être eux, quoi. Ils ont souvent été éloignés de l'école pendant longtemps, donc il y a un vrai désir de reprendre le travail scolaire, de retourner dans ce cadre. Voilà, souvent ce qu'on observe nous, c'est aussi un vrai... Voilà, l'école, ça représente quelque chose de très important. Et derrière, il y a aussi souvent... Alors une pression, elle est plus ou moins consciente, elle est plus ou moins dite par les parents, mais il y a beaucoup de parents qui arrivent sur le territoire avec une énorme attente de l'école et une énorme attente qui est sur les enfants parce qu'ils savent que l'intégration et la réussite, c'est leurs enfants qui vont la faire, c'est plus eux. En tout cas, dans leur tête, c'est plus eux. Cours extrêmement rapide. Et vous travaillez justement en lien avec les parents, la famille ? Oui, bien sûr. On travaille avec la famille d'abord dans la rencontre initiale. On est amené à rencontrer, mais je dirais que ça, alors dans notre établissement en tout cas, qui est en REP+, et donc qui est dans un type d'établissement qui travaille à faire du lien entre les familles et l'école, on rencontre les parents au moins 4 fois par an. Et voilà. Et ça, ce sont des rencontres qui sont ritualisées autour de la remise des bulletins. Il y a d'abord un accueil au début de l'année des parents, un accueil destiné à présenter l'établissement, le dispositif. Par ailleurs, la spécificité du lien avec les parents dans l'UPE2A, outre le moment d'évaluation initiale, qui est un moment aussi d'échange sur la situation familiale et sur le parcours collectif de la famille. Et du coup, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans ce dispositif-là ? Est-ce qu'il y a des difficultés qui émergent particulièrement ? Alors, on vient de passer un petit moment à expliquer comment ça se passe, et puis ça peut paraître un petit peu idyllique comme ça, nous écouter. C'est par ailleurs un travail qui est à plein de moments très difficile. Alors, il est très difficile pour plein de raisons. Hélène complétera, je pense. Pour moi, la principale difficulté, elle est d'ordre, en tout cas, du point de vue de l'enseignant, elle est de l'ordre de l'émotionnel. Voilà. Très souvent, on est évidemment confronté à des situations difficiles. On est face à des enfants qui sont très souvent dans des situations extrêmement précaires, voire très scandaleuses. Nous, c'est des enfants qu'on voit tous les jours, qu'on voit arriver le matin, avec lesquels évidemment il y a une relation qui se noue. Et voilà, il y a des situations qu'il faut savoir gérer, je dirais même qu'il faut savoir encaisser.
Voilà, on en a eu quelques-unes les dernières années qui ont été vraiment pour toutes les deux extrêmement difficiles. Enfin, avec voilà, un moment pour moi en tout cas, des vraies interrogations autour de est-ce que, voilà, est-ce que je suis à ma bonne place dans ce qui est en train de se passer administrativement pour cet élève-là. Enfin, après, ma place à moi de fonctionnaire de l'État, elle n'est pas toujours simple non plus là-dessus. Enfin, elle engage quand même de la réflexion. Il y a des vrais moments de désaccord profond. Enfin, et ça, c'est très compliqué à gérer. Voilà. Ça, je pense que c'est l'aspect le plus prégnant. Je vais peut-être laisser Hélène compléter. Oui, alors moi, je partage maximalement ce que Claire vient de décrire. Enfin voilà, là, on parle des difficultés en tant qu'enseignant, en tant que voilà, qu'accompagnant, qu'intervenant auprès de ce public-là. Les difficultés qui concernent les élèves et puis le fonctionnement des dispositifs. Vous interrogiez tout à l'heure finalement les modalités d'élaboration des dispositifs. Là, vos deux questions se rejoignent dans la mesure où une difficulté qui apparaît souvent, alors nous n'y sommes pas confrontés dans notre établissement parce que le dispositif est très ancien, mais par exemple dans les établissements dans lesquels les dispositifs ont été mis en place récemment, c'est un énorme chantier d'installer un dispositif du PE2A dans un établissement, que ce soit une école primaire, un collège ou un lycée. C'est un énorme chantier parce que ça va impliquer des modalités de travail autres pour les enseignants qui vont assurer l'inclusion. Et une difficulté récurrente quand même, voilà, quand on est en groupe de travail entre professeurs intervenant en UPE2A, ça c'est quelque chose qui émerge souvent. C'est les difficultés, les frottements qui se produisent au moment de l'inclusion des élèves, dans la mesure où ce sont des élèves qui contraignent à remettre en question beaucoup d'éléments de la posture enseignante. Et ce sont des élèves aussi qui nécessitent beaucoup d'aménagement. Et ça, les enseignants n'y sont pas toujours prêts. Par exemple, dans les étayages qui sont préconisés au moment des inclusions, donc dans les conseils qu'on donne aux collègues pour la prise en charge, par exemple, il est préconisé de renoncer à l'évaluation, de minorer l'évaluation écrite. Donc en fait, l'inclusion, elle vient souvent bousculer une culture professionnelle, et c'est vrai que les enseignants ne sont pas encore formés. Voilà, mais ça je crois que c'est vraiment les difficultés majeures qui émergent en termes de prise en charge de ces élèves. Mais moi, ce qui ne cesse de me frapper depuis que j'exerce, c'est vraiment aussi ce que ça fait bouger, alors dans les postures d'enseignants, mais aussi de façon très personnelle. Il y a beaucoup d'implications personnelles dans ce travail-là, qui peut être très déstabilisant. Voilà, on se dit assez régulièrement que parfois on vit des vraies grandes joies d'enseignants. Mais voilà, moi j'en ai vécu une il y a quelques jours, de scènes qui restent en mémoire, et des grands moments d'abattement et aussi des grands moments de questionnement. Je trouve qu'en fait c'est un public qui démultiplie et les sensations et les voilà, c'est un engagement quoi, je trouve. La dernière question, c'était de savoir si vous aviez une œuvre à conseiller sur cette thématique pour se sensibiliser au sujet. Une œuvre, ça peut être une exposition, un ouvrage, un film, peu importe. Alors, il y a quelques films qui sont sortis mais très récemment. Il y a 3-4 ans, il y a eu Les Enfants Valises. Les Enfants Valises, oui, je crois que ça, dans mon souvenir, parce que je l'ai vu au cinéma, mais ça se place dans un collège, pareil, dans un dispositif d'accueil, alors qu'il fonctionne, dans mon souvenir, pas vraiment comme nous. Écoutant Claire parler, moi je resignalerai quand même. Mais oui, c'est la cour de Babel. Je resignalerai quand même un documentaire qui a été produit il y a 4-5 ans, qui s'appelle La Cour de Babel, et qui est une jolie fenêtre sur ce que sont les dispositifs d'accueil.
Et puis un livre dont je suis en train de vérifier la référence, qui n'est pas voilà, que j'aurais pas forcément sollicité dans ma mémoire, mais votre question fait que peut-être sur la question un joli roman que j'ai lu cet été sur la question du trauma. Et de la manière dont l'école ou de la manière dont les projets qui sont mis en place dans les écoles peuvent être des espèces de déverrouillage permettant aux élèves de connecter le parcours d'avant et le parcours qu'ils construisent ici. Un roman qui s'appelle « J'ai longtemps eu peur de la nuit » de Yasmine Gata. Voici la fin du 4e épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager, le liker et le noter pour lui faire prendre de la visibilité. Et je vous dis à bientôt pour le 5e épisode.